Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau carnet de notes du mois de février. Le mois de février est traditionnellement le théâtre des grandes joutes par équipe, mais c'est pourtant sur le circuit classique que nos joueurs et nos joueuses se sont illustrés ce mois-ci. C'est particulièrement le cas chez les filles, avec, chose exceptionnelle, 2 titres WTA remportés. C'est d'ailleurs par elles que je vais commencer. La rencontre de Fed Cup entre la Belgique et la France a été la grosse déception du mois, en particulier pour Elise Mertens, incapable de remporter le moindre set en 2 matchs. On pouvait même se montrer assez inquiet pour la suite de sa saison, tant elle s'est montrée friable tout le week-end, alors que c'est habituellement l'un de ses points forts. Mais on a vu à Liège l'archétype de la joueuse en pleine crise de confiance. Et pourtant, elle s'est rapidement reprise pour remporter à Doha le 6e et certainement le plus important des titres de sa carrière, et avec la manière en plus, puisqu'elle a terminé son parcours par 3 succès sur des top 10, dont 2 anciennes numéro 1 mondiales. Elle a en effet dominé Kiki Bertens, avant de prendre la mesure dans des matchs très durs en 3-7 de Angelique Kerber et de Simona Halep. La façon dont elle s'est comportée dans ce tournoi a largement rassuré ses fans, surtout la finale où elle a dû remonter un handicap de 1-7 face à une Simona Halep qui l'avait pourtant dominé 2 fois très largement l'an dernier. La défaite qui a suivi ensuite au premier tour de Dubaï n'est sans doute due à la fatigue et ne devrait pas enrayer le retour au premier plan de la Limbourgeoise. Alison Van Uytvanck était également revenue frustrée de son week-end liégeois. Elle n'avait pourtant pas démérité face à Caroline Garcia lors de son seul match. À part peut-être un petit relâchement en début de 3e set, elle ne pouvait pas se reprocher grand-chose lors de cette rencontre. Pourtant, une victoire aurait placé la Belgique sur de bons rails pour la suite du week-end. Mais elle aussi s'est rapidement reprise en défendant victorieusement son titre à Budapest. Son parcours ne fut pas de tout repos, notamment lors de la demi-finale où elle a dû sauver 5 balles de match face à la Russe Alexandrova. Elle a également battu la revenante Vera Zvonareva en 2 sets serrés lors du premier tour et la jeune Tchèque Vondrousova en finale. Et lors de son tout premier tournoi du mois, donc avant la Fed Cup, elle avait réussi à battre Kirsten Flipkens à Saint-Pétersbourg avant de céder face à Aryna Sabalenka. Derrière ces 2 très belles performances, les autres joueuses ont eu du mal à faire les gros titres. Néanmoins, le mois d'Isaline Bonaventure a été vraiment très bon également. Elle a en effet réussi à sortir des qualifications de 3 tournois WTA consécutivement, ce qui ne lui était jamais arrivé jusqu'ici. C'est à Saint-Pétersbourg qu'elle a connu son meilleur parcours en dominant déjà 2 top 100 dans les qualifications avant de prendre la mesure de Katerina Siniakova, l'héroïne de la dernière finale de Fed Cup. À Budapest et à Acapulco, elle a également rejoint le tableau final avec quelques bonnes victoires à la clé. Les résultats de Janina Wittmayer ont été tout à fait corrects également. Elle a en effet aligné un quart de finale au W100 de Midland, puis une finale au W60 de Shrewsbury, avant d'encore franchir un tour dans le WTA 125 d'Indian Wells. Certes, elle n'a pas battu la moindre top 100 et seulement 2 top 200, mais après ces 3 défaites d'entrée d'affilée lors du mois de janvier, ça fait quand même du bien de remporter quelques matchs. Et il ne faut pas oublier non plus Marina Zalewska qui a réussi une très bonne performance au W60 de Lone où elle a atteint les demi-finales. Elle n'avait plus atteint le dernier carré d'un tournoi de cette importance depuis sa victoire à Zhuhai en mars 2018, donc c'est quand même très important. Et elle a en plus enchaîné avec quelques bons résultats dans des W25 européens, mais ça je vous le raconterai dans la 2e vidéo. Comme en janvier, c'est Steve Darcy qui occupe la première place de notre podium ATP. Alors il n'a pas réussi un résultat aussi exceptionnel que sa demi-finale ATP à Pune en janvier, mais 2 très bons résultats en Challenger lui permettent de se maintenir en tête. Il se fait tout d'abord remarquer à Cherbourg pour un CH80, c'est-à-dire cette nouvelle qualification de Challenger où les vainqueurs empochent 80 points ATP. Il bat les têtes de série numéro 2 et 3 lors de son parcours et ne s'incline en finale qu'en 3 sets serrés face à la tête de série numéro 1, le grand espoir Hugo Humbert. À Pau ensuite, pour un CH90, il ne s'arrête qu'en demi-finale, non sans avoir dû passer par un tour de qualification. Et c'est sur abandon qu'il finit par céder face à l'ancien top 100 Norbert Gombos. Entre ces 2 tournois, il a également connu plusieurs défaites d'entrée, lors du Challenger de Quimper et lors des tournois ATP de Montpellier et de Marseille. Rien d'infamant en soi, mais c'était tout de même face à des qualifiés, donc il avait les moyens de faire encore mieux.
Cela dit, après une si longue absence, il est tout à fait normal qu'il manque encore de régularité. David Goffin a lui très mal débuté sa saison, inutile de le nier. Après un mois de janvier déjà compliqué, il a encore perdu dès son entrée en lice à Montpellier et à Rotterdam. Heureusement, il a quelque peu retrouvé le sourire à Marseille, où grâce à 2 solides victoires face à Simon et Père, il a réussi à se hisser en demi-finale. Ce bon résultat a été suivi de l'annonce de sa nouvelle collaboration avec Thomas Johansson, qu'il avait déjà suivi par le passé. Voilà 2 bonnes nouvelles qui, on l'espère, devraient enfin lancer sa saison. Même si la nouvelle compétition par équipe masculine n'a rien à voir avec ce qu'était la Coupe Davis, le tour préliminaire a tout de même réussi à enthousiasmer les fans aux 4 coins du monde. Preuve une fois encore que l'abandon des matchs en aller-retour est une hérésie. C'est donc au Brésil que nos garçons sont allés forger l'exploit, malgré l'absence de David, de Steve et même de Ruben Bemmelmans qui était blessé. Et c'est Kimur Coppejans qui a été le grand artisan de la victoire belge en remportant ces 2 simples de manière très autoritaire. Le reste de son mois n'a malheureusement pas été à la même hauteur. Après un bref retour en Europe où il s'est incliné d'entrée lors du CH80 de Budapest, il est retourné au Brésil pour disputer les qualifications de 2 tournois ATP. Battu d'entrée à Rio de Janeiro, il a tout de même remporté un match à Sao Paulo. On ne peut toutefois pas dire qu'il a poursuivi sur la lancée de son très bon week-end à Uberlandia. Arthur de Greef a en fait connu des résultats totalement inverses. Seul joueur revenu bredouille de son week-end avec l'équipe nationale, il pouvait vraiment être déçu de sa performance au Brésil, mais il n'a pas tergiversé très longtemps, puisque après un bref passage par Cherbourg où il a dû abandonner lors de son entrée face à Steve Darcy, il a réussi à atteindre les demi-finales au CH80 de Bergame. À Pau, il a de nouveau cédé d'entrée, mais au bout d'un très bon match, face de nouveau à Steve Darcy. Au classement, la demi-finale de Arthur de Greef lui permet de retrouver sa place dans le top 200, mais l'information du mois, c'est évidemment le joli bond une nouvelle fois de Steve Darcy, qui retrouve le top 250. Niels de Seine, de son côté, quitte le classement. Chez les filles, Elise Mertens ne sera pas restée longtemps hors du top 20. Son super tournoi à Doha lui permet de revenir à la 16e place. Alison Van Edvank reste stable malgré sa victoire à Budapest, puisqu'en fait elle défendait les points de ce titre qu'elle avait déjà remporté il y a 12 mois. Derrière, Marina Zanevska fait son retour dans le top 200. Voilà, c'est tout pour cette première partie du carnet de notes. La deuxième partie, consacrée au tournoi du ITF World Tour, sera publiée d'ici quelques jours. A très bientôt donc.